Oui, bonjour à tous, vous êtes si nombreux. Ça me fait très plaisir d'être dans cette atmosphère stimulante, pleine de fêtes. Alors, effectivement, diversité des domaines d'innovation qui vous sont proposés tout au long de ces 2 jours. Et vous avez choisi un thème transversal qui est le plus pertinent, le sens de la tech. C'est vrai qu'il nous concerne tous. Alors, je pense que là, on est ingénieurs, chercheurs, étudiants, enseignants, politiques et la société civile. Le sens de la tech, c'est quelque chose qui doit être au cœur de nos réflexions. On a intitulé ma prise de parole La traversée. Alors, c'est pas vraiment pour vous faire rêver à la traversée de l'Atlantique depuis la Station spatiale internationale à 28 000 km/h en 12 minutes. Non, c'est pas ça. Le propos de ce que je vais vous raconter, c'est plutôt la traversée, le passage d'un siècle à l'autre. Vous le savez, j'ai eu ce privilège d'être astronaute, un peu un astronaute du siècle dernier. J'ai volé en 96 et en 2001. Mais je voulais faire un peu un passage, une traversée. Alors, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de très jeunes gens dans la salle. Alors, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans, évidemment, ne peuvent pas connaître. Mais c'était un moment de très grandes aventures, et en particulier les aventures spatiales, qui ont fait vibrer, qui ont inspiré toute une génération. Et je fais complètement partie de cette génération Apollo, celle qui a vibré avec le premier pas de l'homme sur la Lune en juillet 69. Et c'est vrai que ça a semé dans mon esprit d'enfant cette petite graine pleine d'audace, pour me dire que peut-être je pourrais tenter aussi, moi, cette aventure spatiale. Alors ensuite, je me suis nourrie de culture scientifique et technique, je dirais même jusqu'à la science-fiction. Et à cette époque, j'avais la certitude que la science et la tech, c'était ces leviers majeurs du progrès. C'était des outils tout à fait fascinants pour bâtir un futur qu'on souhaitait meilleur, qu'on souhaitait glorieux. Et c'est vrai que ça a été un moteur essentiel de mes choix, et que j'ai eu le privilège de vivre non seulement une aventure scientifique, une aventure technologique, mais je dirais aussi, à cette époque, une aventure humaine très forte. Vous le savez, j'ai passé 10 ans de ma vie en Russie, donc j'ai vu arriver cette ouverture à une coopération internationale beaucoup plus large que des coopérations bilatérales jusque-là. On a réalisé ensemble la Station spatiale internationale, qui est toujours en orbite aujourd'hui et dans laquelle j'ai eu la chance de voler. Donc l'assemblage et l'exploitation de cette Station spatiale internationale. Alors j'y ai volé en 2001, et je vous parlais de science-fiction tout à l'heure. C'est vrai que si vous vous souvenez de ce film fantastique 2001 Odyssée de l'espace, je me suis dit, quand je vais arriver, je vais découvrir 2001 Odyssée de l'espace. Bon, c'était pas tout à fait ça. On a pris un petit peu de retard par rapport à ce qu'il y avait dans nos imaginaires du futur à l'époque. Et puis c'est vrai qu'à l'époque aussi, on avait des profils très ciblés dans le métier de l'astronautique, pilote de chasse, militaire, pilote d'essai, et qu'on a vu petit à petit s'ouvrir à des profils de toutes sortes, des chercheurs, des médecins, des ingénieurs, quelques femmes, j'ai eu la chance d'en faire partie. Et puis même les premiers touristes en 2001, ça commençait à s'ouvrir. Donc c'était une époque où l'idée d'un futur désirable dont on avait envie était vraiment là. Et puis, à l'orée du 21e siècle, j'ai eu ce sentiment qu'on entrait dans une atmosphère plus lourde, qu'on était ralenti par une espèce de pesanteur. C'est un petit clin d'œil. C'est vrai que d'avoir volé en microgravité fait qu'on ressent peut-être de façon plus sensible la pesanteur, et qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué à ce sentiment de lourdeur, de pesanteur. Pour revenir au thème de votre journée, le sens de la tech, il semble quand même avoir radicalement changé entre le XXe siècle et le XXIe siècle. Bien sûr, l'évolution de la portée, de l'impact, de la puissance
les contextes qui sont bien différents aujourd'hui sur le plan socio-économique, environnemental, sur le plan politique. Au XXe siècle, ces grandes avancées technologiques, c'était plus souvent le résultat de recherches gouvernementales au sein de grands laboratoires scientifiques. C'était un moteur de progrès industriel et ça délivrait des bénéfices qui étaient concrets, qui étaient tangibles. C'était le réfrigérateur, l'ordinateur, le téléphone, le vaccin. Et en plus, ça apportait émancipation, autonomisation avec ces progrès très pratiques qui nous étaient apportés. Et c'était un moment d'optimisme technologique que j'ai vraiment vécu dans ce XXe siècle. Peut-être optimiste, parfois porté trop loin, qui nous a empêchés peut-être de voir quelles étaient les limites sur lesquelles on aurait pu agir il y a déjà de nombreuses décennies. Et aujourd'hui, en 2025, la tech, elle apporte pas simplement ces biens matériels dont je parlais, c'est aussi un moteur de profonde transformation dans les dynamiques sociales, environnementales, politiques, culturelles. Cette tech, elle est omniprésente, elle est interconnectée, elle est dans l'immédiateté. On ne lui attribue pas vraiment la qualité d'être neutre parce qu'elle a aujourd'hui beaucoup de pouvoir. La tech est devenue un pouvoir. Un pouvoir avec le contrôle des données, contrôle de l'information, des influences qui sont parfois vues comme des moyens de surveillance, des moyens de contrôle. Et puis, dans nos cercles de scientifiques et d'écosystèmes de la nouvelle génération, on parle beaucoup des dérives de la technologie avec à la fois leur impact écologique et puis le débat éthique, en particulier sensible pour moi qui suis médecin. Alors on se pose la question, est-ce qu'on va réussir à retrouver cet équilibre entre le progrès et la responsabilité? Ce que je viens de vous dire, là, pendant 3 minutes, c'était la réponse de ChatGPT à la question que je lui ai posée. J'ai pas essayé avec DeepSeek. Peut-être j'aurais dû, hein, parce que des ouvertures sur des ailleurs auraient peut-être amené des interprétations différentes. Voilà, mais je reviens à cette réponse de ChatGPT. J'en suis pas complètement satisfaite. Même si je me surprends parfois à développer une forme de solastalgie. Je pense qu'Étienne Klein pourrait nous expliquer la solastalgie, la tristesse de ne plus voir ce avec quoi on se sentait bien dans le passé. Mais je ne tombe pas dans cette tristesse-là. Et je ne suis pas non plus dans l'angoisse de l'anticipation de qu'est-ce qui va arriver demain. Je suis vraiment une privilégiée de la vie par les aventures que j'ai pu vivre. Et puis voilà, je suis poursuivie par les années, mais elles ne parviennent pas à me rattraper. Et mon expérience de chercheur, d'ingénieur, d'astronaute, de politique, bien sûr, et puis d'autres vies, me pousse à toujours vouloir, avec conviction, penser l'avenir, et puis essayer d'explorer ces nouveaux territoires, et des territoires qui soient façonnés par nos désirs, par nos aspirations, qui ne soient pas façonnés par nos peurs. Il faut qu'on ait envie d'y aller. Vous le savez aussi, j'ai présidé la Cité des sciences et de l'industrie, et il y a un amphithéâtre dans la Cité des sciences et de l'industrie qui s'appelle l'amphithéâtre Gaston Berger, un grand philosophe des sciences prospectiviste, avec cette belle phrase: voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des risques et penser à l'homme. L'homme avec un grand H, bien sûr. C'est sans doute ce que j'essaie d'exprimer dans mes interviews, mes prises de parole. Je suis allée en orbite. J'ai eu la chance de vivre en 3 dimensions, en microgravité. Ça m'a donné un peu l'impression d'avoir des super pouvoirs. Mais non seulement j'ai vécu en 3 dimensions, mais je pense que j'ai appris à penser et réfléchir en 3 dimensions. Le temps long, le global, et puis être sur ses valeurs, sur son socle, qui fait qu'on sait où on va et qu'on arrive à tenir le cap. Et puis peut-être que j'ai appris aussi à jongler. Oh, c'est aussi un petit clin d'œil, hein. C'est vrai que c'est plus facile à jongler en microgravité. Vous échappez pas trop la balle. J'ai appris à jongler avec l'impossible, avec l'inattendu, avec l'incertain. Et ça, c'est une forme d'apprentissage que j'ai trouvé stimulant, de l'immaîtrise. Il ne faut pas toujours essayer de tout savoir maîtriser. De temps en temps, il faut se laisser réjouir de notre capacité de gérer l'immaîtrise.
Ah, c'est vrai que l'immensité de l'espace extra-atmosphérique invite à ce regard décentré, ce regard global, que ces terrains qui sont quand même très hostiles à la vie et à la technologie sont favorables à l'adaptabilité de notre système, qu'il y a plein de contraintes qui nous obligent à trouver des voies innovantes, et puis que tout ça est très complexe. Et quand on dit complexité, ça veut dire qu'on ne peut pas garder une pensée figée, toujours la même. Obligatoirement, c'est de l'agilité. Et ça, c'est la nouvelle norme aujourd'hui de notre activité. Alors, c'est déstabilisant si on veut rester dans sa zone de confort, hein, bien évidemment. Par contre, c'est hyper inspirant et stimulant si ça nous conduit à découvrir, à repousser nos limites, à traverser, à regarder derrière le voile pour savoir ce qui s'y trouve. Ça nous met au défi, individuellement et collectivement, de trouver du sens à nos actions. Et donc le sens de la tech, en fait, c'est pas la tech, elle n'a pas de sens, la tech en elle-même. Mais c'est notre façon d'interagir et d'agir avec ces outils qui lui donnent du sens. Et il faut essayer de le mettre en cohérence avec le contexte et nos valeurs. Quand j'ai dit c'est à nous que revient cette responsabilité, le nous, c'est à la fois notre intelligence individuelle naturelle, l'intelligence collective le plus naturellement possible collective, bien évidemment, dans toute la diversité de ses expressions, et puis l'assistance d'intelligence autre. Je pense que Étienne Klein vous en a parlé ce matin. Alors c'est vrai que mon âge, mes cheveux blancs, l'âge m'a rattrapé quand même. Je disais que j'essayais de ne pas me faire rattraper, mais il m'a rattrapé quand même. Mes vies multiples, dont celle d'être la maman d'une jeune fille ingénieure de moins de 30 ans, hein, on est obligé de rester un petit peu connecté, fait que je suis sensible aux préoccupations de la jeunesse d'aujourd'hui sur priorité aux enjeux terrestres, critique d'un modèle économique ultra-capitaliste, mise en doute d'une vision libertarienne qui soit trop excessive, hein, et puis tout l'impact écologique de nos activités humaines. Alors c'est vrai que je suis souvent interpellée dans les conférences à l'université, et je suis heureuse qu'on fasse la fête à la tech aujourd'hui, interpellée par une jeune génération qui, pour une partie, me dit qu'il n'est plus temps de rêver à explorer et qu'il faut renoncer à explorer, qu'il faut renoncer à ses rêves, ou même renoncer à imaginer que le futur puisse être autre chose que simplement notre présent étendu et étiré. Alors j'essaie de leur répéter que j'avais des choses dans la tête, qu'avec audace j'ai essayé d'avancer, de traverser, comme je le disais, et que ce que j'ai vécu pendant toute cette année, cette réalité-là, elle était encore plus belle que le rêve que j'avais dans la tête. C'est vrai qu'on a mené des recherches à bord en coopération à la fois sur le plan scientifique et je dirais coopération opérationnelle. Vous imaginez, la Station spatiale internationale, il y a un centre de contrôle en Russie, un centre de contrôle aux États-Unis. Ça fonctionne, donc coopération opérationnelle est assez exemplaire. Ça me pousse encore plus à aller vers cette collaboration internationale et la coopération européenne dont on vient d'entendre parler avec la prise de parole de Thierry Breton. Et j'ai découvert dans cette carrière d'astronaute non seulement ce magnifique laboratoire qui est en capacité d'apporter des idées, des innovations pour l'exploration dans l'espace plus loin, mais aussi pour nos enjeux terrestres, que ce soit de la santé, plus de connaissances. J'ai trouvé que c'était aussi un merveilleux défi collectif, cette intelligence collective de l'équipage, et puis que c'était un aiguillon qui suscite du rêve, de la fascination, de l'inspiration, mais qui doit aussi trouver des solutions dans un pragmatisme d'innovation très opérationnelle en responsabilité. Alors j'ai ce sentiment profond que l'espace et les activités spatiales, l'espace est un accélérateur du futur. Pour ceux qui vont nous écouter tout à l'heure dans la table ronde sur tech et espace, je voulais dire que j'ai de l'affection et de la reconnaissance pour ce qu'on appelle le old space, peut-être celui du début de ma traversée. J'ai beaucoup d'enthousiasme et d'admiration pour ce dont on va parler, le new space.
mais que j'ai de l'impatience à explorer ce qui peut être le next space. Alors, au-delà, above and beyond, comme on disait dans les œuvres de science-fiction, il y a une chose qui me gêne quand même un peu, c'est une arsenalisation qu'on voit apparaître dans l'espace qui est aujourd'hui un théâtre de conflictualité. Et c'est vrai que dans cette traversée, on est passé d'une recherche qui était très descriptive. Comment se fait-il que les choses se passent comme ça? À une recherche qui aujourd'hui permet d'entrer avec précision dans les mécanismes et la compréhension, que ce soit pour les sciences du vivant, l'humain, mais l'animal, mais la cellule, enfin tout ce qu'on fait dans les recherches en sciences du vivant, et que ce soit sur les sciences physiques. Hein. Vous imaginez bien que la physique des fluides, des plasmas, de la combustion n'a rien à voir dans ces comportements quand on est en microgravité et au sol. Donc on a un spectre de recherche tout à fait considérable qui ouvre la porte à des partenaires nouveaux, au-delà de l'institutionnel et de la communauté académique, avec un écosystème qui est très tonique. Et c'est très inspirant de voir ces avancées, aussi bien pour l'exploration robotique automatique. Hein, certains d'entre vous suivent les missions en direction de Jupiter, ou les rovers qui sont posés sur Mars, ou toutes ces missions à la recherche de l'énergie noire, mais aussi l'exploration habitée, qui nous amène bien évidemment à essayer de penser davantage comment les équipages vont être autonomes sur des destinations beaucoup plus lointaines, comme celle de la Lune ou de Mars qu'on envisage aujourd'hui. On est passé dans le domaine de la tech, de l'accès à l'espace, de l'exploitation des données, aussi à quelque chose qui est dans une dynamique considérable, alors qu'on était quand même plutôt sur des orbites bien contrôlées jusqu'à présent. Et ça transforme complètement les partenariats qu'on peut mettre en place entre ce qu'on appelait la sphère gouvernementale institutionnelle et puis tout cet écosystème industriel aujourd'hui et celui du monde du digital. Alors je reprends un petit peu ce que Thierry Breton disait précédemment. Eh bien, c'est vrai que la compétition, elle est rude, que la coopération peut être riche, qu'on a un espace où les règles de comportement sont encore un peu floues. Elles ont été élaborées il y a très très longtemps, il y a près de 50 ans. Donc il faut voir comment on les fait évoluer. Mais il faut qu'on affine notre vision au niveau européen. Il faut qu'on unisse et qu'on développe nos atouts. Il faut peut-être qu'on réanalyse nos alliances d'ailleurs. Puis qu'on exprime nos valeurs et notre identité. C'est le réveil de la force. C'est la table ronde qui va arriver après. Et certaines de ces valeurs qu'on va aborder, c'est complètement dans le sens de la science, la responsabilité, la durabilité, l'éthique, la déontologie, la solidarité, la préservation du bien commun. Alors c'est vrai que j'essaie de m'engager le plus possible sur ces présentations, sur ces explications des enjeux, de la nécessité d'avoir un réveil de la force pour être des vraies parties prenantes et pour être assis à la table des négociations et sur l'évolution de ces paysages. C'est peut-être un peu une forme d'utopie, mais je pense que je fais partie de la trace de l'utopie réaliste, c'est-à-dire qu'elle sait aller retomber sur ses pieds à un moment donné avec le pragmatisme. Il ne s'agit pas de partir dans des idéalismes avec un progrès sans limite. On est confronté aujourd'hui à la fois aux limites planétaires, hein, on le sait tous, mais j'y ajoute les limites extraplanétaires, en tout cas extra-atmosphériques, et peut-être on en reparlera dans la table ronde, les débris spatiaux ou d'autres sujets de préoccupation sur l'environnement extra-atmosphérique. Donc il y a des limites là aussi. Mais je pense que c'est pas parce qu'il y a ces obstacles, ces contraintes, qu'il faut qu'on n'accompagne pas la jeune génération en particulier à continuer à avancer avec intensité, intérêt, ne jamais renoncer, ne jamais baisser les bras, transmettre ce qui est aussi cette capacité de fascination et d'émerveillement. Il y en a plein dans le festival qu'on nous présente. Et c'est un peu une fabrique de l'espoir. On en a bien besoin aujourd'hui d'avoir des outils pour fabriquer de l'espoir. C'est ce qu'on se propose de faire avec la tech. Alors, je voulais terminer en vous disant que je vous ai parlé de rêve tout à l'heure. Et que ce rêve qui était le mien au siècle passé, après avoir traversé ce siècle, ça demeure. Il faut que ça demeure un rêve.
collectif, en aucun cas un échappatoire d'une élite technologique où certaines dérives nous entraînent. Et je voulais dire à la jeune génération qui est là que je lui faisais tout à fait confiance pour réenchanter des récits d'avenir et surtout ne jamais baisser les bras, ne jamais renoncer. Et je vous laisse la devise des astronautes à réfléchir. Per aspera, ad astra. Aspera, il y a quelques difficultés, mais ad astra. Per aspera, ad astra. Merci beaucoup.